Elle a grandi invisible, dans un petit village de campagne française, fille d'une modeste couturière décédée trop tôt, et d'un père qui préférait ignorer son existence. Trahie par son propre sang, elle fut livrée comme une marchandise, pour prendre soin d'un homme fortuné plongé dans le coma. Mais quand elle lui prit la main et fredonna une mélodie douce, il pleura. Dans cette larme, quelque chose d'imprévisible naquit. Car parfois, c'est l'âme la plus blessée qui réveille celui que le monde entier avait déjà abandonné. C'était un jeudi matin. La cheminée crépitait, et l'arôme du café fort tentait de masquer l'odeur âcre du vin de pays qui imprégnait la maison. Léa coupait les légumes avec une précision mécanique, comme chaque jour depuis ses 9 ans. Mais ce jour-là, le silence fut déchiré par un son qui détonnait avec la misère ambiante, le craquement sec de billets de banque éparpillés sur la table. Gaston avait les yeux rivés sur l'argent. Il murmurait un chiffre presque comme un sortilège. 800 000, pour une fille sans même un diplôme. Léa se retourna lentement, le couteau toujours à la main. Sur la table, des piles de billets de 50 et 100 euros, et à côté une liasse de documents, avec photos, signature et son nom en grandes lettres. Gaston leva la bouteille et dit en riant « Ta chance est arrivée, ma fille. Tu vas t'occuper d'un magnate dans le coma. Tu dois juste obéir. » Léa Dubois apprit vite à se taire. Dans le petit village où elle vivait, un hameau de pierres et de promesses oubliées, être une femme pauvre était synonyme d'invisibilité. Être la fille de Gaston, un ancien garde-chasse aigri, était pire. Sa mère, Marie, avait nettoyé des maisons jusqu'au jour où la fatigue se transforma en maladie et la maladie en licenciement. Léa n'avait que 9 ans quand elle la vit s'éteindre. Depuis lors, elle s'occupait de tout, de la maison, du potager, des animaux et même de son père, qui l'appelait à peine par son nom. Il l'appelait la gamine ou un fardeau. Elle vendait des pâtisseries au marché, cousait des vêtements usagés et lisait des livres empruntés à l'école, quand la maîtresse le permettait. Elle rêvait de devenir elle aussi enseignante, ou bibliothécaire, ou n'importe quoi où elle serait payée pour écouter et raconter des histoires. Mais maintenant, à 21 ans, sa réalité était scellée par un contrat qu'elle n'avait jamais signé. « C'est du trafic, papa, » dit-elle, la voix brisée. Gaston but une gorgée à la bouteille, s'essuya la bouche avec la manche de sa chemise et répondit sans regarder « C'est de la survie, la tienne et la mienne ». Elle s'approcha des papiers et reconnut sa photo, prise en cachette, un jour quelconque, alors qu'elle arrosait le potager avec une vieille robe. Contrat de prestation de services exclusifs, résidence obligatoire, soins personnels et émotionnels. Léa sentit son estomac se nouer. « C'est une vente, papa. Tu m'as vendu. » Il ne répondit pas. Il continua juste à compter l'argent avec des doigts sales de graisse et d'alcool. Dans son esprit, des flashs de son enfance défilaient. Sa mère qui chantait avant de dormir, les cahiers où elle dessinait les lettres de l'alphabet, les dimanches de messe avec des vêtements empruntés. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. À cet instant, elle sut qu'elle n'avait pas le choix, mais elle sut aussi que quelque chose en elle était en train de changer. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de nouveau. C'était de la rage, c'était le début du courage, et ce fut là, à cet instant, avec le soleil qui frappait de travers par la fenêtre cassée, que tout commença à s'effondrer. La voiture noire qui vint chercher Léa était si propre et silencieuse qu'elle craignait de salir les sièges juste en s'asseyant. Monsieur Dubois, le chauffeur, était un homme à la voix posée et aux manières élégantes. « C'est votre première fois que vous voyagez ainsi ?» demanda-t-il, observant sa nervosité dans le rétroviseur. Léa hocha la tête. « La première fois que je sors de la région. » Le voyage dura presque 6 heures. Le village resta derrière, et le monde semblait changer avec l'asphalte. Des maisons somptueuses, des clôtures électriques, des jardins qui semblaient peints, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le portail du domaine, un arc en fer forgé avec les initiales VR. « Valois-Rocher », dit M. Dubois. « La famille possède des terres depuis des générations. » La villa était immense, blanche, avec des colonnes et des escaliers en marbre. Léa dut respirer profondément pour ne pas trembler. Sur le pas de la porte, elle fut accueillie par une femme élancée, aux cheveux tirés en un chignon rigide comme du ciment. Madame Valois-Rocher,
dit-elle en tendant sa main gantée. « J'espère que vous serez à la hauteur de la confiance que nous plaçons en vous. » Léa fit un léger hochement de tête. « Je suis venue pour prendre soin de monsieur Antoine, comme convenu. » Le visage de madame Valois-Rocher resta inexpressif, mais quelque chose dans ses yeux trahissait le mépris. Oui, soigner, observer, stimuler. La présence constante d'une jeune femme éveille des stimuli que la médecine n'explique pas encore. La villa ressemblait à un musée. Des meubles d'époque, des tableaux au visage sévère, un silence absolu. « Sa chambre est ici !» annonça madame Valois-Rocher, ouvrant une double porte. Antoine Valois-Rocher gisait sur un lit d'hôpital entouré de technologie. Il était jeune, beau, mais pâle comme du papier. Les fils connectés à sa poitrine et à sa tête le faisaient ressembler moins à un patient qu'à une expérience. Léa sentit une oppression à la poitrine. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, peut-être un vieil homme ou un invalide, mais pas ça. « Il est comme ça depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « 2 ans, accident de voiture. Il est vivant, mais inerte. » Cette première nuit, Léa ne dormit pas. Elle s'assit près du lit, observant sa respiration silencieuse. Qu'attendait-il d'elle, exactement? Le 3e jour, elle décida de lui parler. Elle raconta sa vie au village, sa mère, les galettes de maïs qu'elle vendait au marché. Et puis, sur une impulsion inexplicable, elle lui prit la main et chanta doucement la berceuse que sa mère entonnait les jours de chagrin. Ce fut alors qu'elle le vit, une larme, lente, salée, solitaire, glissant du coin de son œil. Elle se retira, effrayée. « Antoine, toi, tu as entendu ?» Mais il ne bougea pas. Sa respiration continuait de même. Les moniteurs ne changèrent en rien. Madame Valois-Rocher, l'apprenant, haussa les épaules. Reflet. Le corps répond aux stimuli. Cela ne signifie rien. Mais pour Léa, cette larme disait tout. Les jours suivants, Léa tenta d'ignorer la larme. Elle essaya de croire que ce n'était que ça, un simple réflexe. Mais quelque chose en elle continuait de crier. Chaque fois qu'elle lui prenait la main, sa peau semblait plus chaude. Chaque fois qu'elle lisait à haute voix, ses battements de cœur oscillaient légèrement. Mais personne ne voulait entendre, personne ne voyait ce qu'elle voyait. La routine était précise, comme un rituel. À 19h, Madame Claire, l'infirmière du matin, terminait son service. À partir de ce moment, Léa restait seule avec Antoine jusqu'au lendemain. La première semaine, tout semblait juste étrange. La seconde, cela devint étouffant. Madame Valois-Rocher passait dans la chambre avec une fréquence inhabituelle. Elle observait trop longtemps. Elle posait trop de questions. « Vous avez bien dormi ? Un comportement inhabituel du patient ? Il vous a touché ?» Léa ne comprenait pas l'intention. Jusqu'au jour où elle trouva un billet anonyme sur son lit. « Ne t'attache pas. Celles qui sont venues avant toi n'ont pas eu la même chance. » Son sang se glaça. Elle interrogea Monsieur Dubois. Il hésita, lui parla à voix basse, comme quelqu'un qui craint que les murs aident des oreilles. Sophie, la première aide-soignante. Elle a commencé à penser qu'Antoine pouvait se réveiller. Elle est devenue obsédée. Ils ont dit qu'elle avait perdu la tête. Elle a été internée. Et les autres, elles ont disparu. L'une est partie sans préavis, l'autre, personne ne l'a plus revue. La villa, déjà froide, semblait maintenant respirer avec des yeux. Chaque pas, chaque soupir, surveillé. Cette nuit-là, Léa eut envie de s'enfuir. Elle prépara son sac, regarda par la fenêtre de la chambre, mais la pluie tombait fort. La route était longue, et Antoine était là, seul. Elle s'approcha du lit. « Si tu peux m'entendre, j'ai besoin que tu m'écoutes maintenant. Je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi, mais quoi que ce soit, ce n'est pas des soins. » Elle ferma les yeux et commença à chanter. C'était une vieille mélodie, transmise de mère en fille depuis des générations. Là-bas, au pied de la montagne, il y a un fil de lumière qui illumine l'âme de celui qui a trop souffert. La voix sortait tremblante mais vraie, et pour la première fois, Léa sentit qu'elle ne chantait pas seulement pour lui. Elle chantait pour elle-même. À mi-chanson, ses doigts effleurèrent ceux d'Antoine, lentement. Sa peau était chaude, plus chaude qu'avant, et puis, de nouveau, une larme, lente,
solitaire. Léa resta paralysée. Ce n'est pas un réflexe. C'est toi qui essaies de revenir, n'est-ce pas? Mais elle ne pouvait le dire à personne. Madame Claire aurait dit que c'était son imagination. Madame Valois-Rocher aurait pu faire pire. Les jours suivants, Léa fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle feignit. Elle faisait semblant de ne pas voir. Elle faisait semblant de ne pas entendre. Elle faisait semblant qu'il n'y avait personne dans ce lit qui luttait pour exister. La nuit, elle lui parlait à voix basse. Elle lui racontait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. « Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que ma mère reviendrait comme un petit oiseau. Quand j'avais peur du noir, je chantais cette même chanson. Je n'ai jamais eu personne pour m'écouter. Jusqu'à maintenant. Elle était prise au piège, isolée. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'écoutait, même s'il ne disait pas un mot. Vous est-il déjà arrivé de devoir sourire pour ne pas pleurer? Avez-vous déjà eu l'impression que personne au monde n'écoutait ce que vous aviez à dire? Si cela vous est arrivé, laissez un « oui » dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous parle aussi. La chambre d'Antoine était devenue, peu à peu, le seul endroit où Léa pouvait être elle-même. Là, elle n'avait pas à mentir sur ses sentiments, ni à feindre la force tout le temps. Là, elle parlait, et d'une manière mystérieuse, elle était écoutée. Cette nuit-là, elle apporta un recueil de poèmes qu'elle avait trouvé sur l'étagère de la bibliothèque de la villa. Il était poussiéreux, oublié. Elle commença à lire à voix haute, d'une voix basse, presque comme un secret partagé. Que me reste-t-il sinon ton absence vêtue de silence? À la fin du vers, elle remarqua de nouveau un léger tremblement sur la paupière d'Antoine, presque imperceptible, mais réel. Elle ne commenta pas. Elle continua juste à lire 2 autres poèmes, puis une autre chanson. Quand l'horloge sonna 23 heures, elle s'approcha du lit, lui serra la main fermement et dit « Si tu es là, Antoine, je ne partirai pas. Même s'ils veulent que je parte, même s'ils me traitent de folle, de faible, d'illusoire, je continuerai à venir ici. Je continuerai à parler, à chanter, à lire. Pour moi, pour toi, pour ma mère, qui elle aussi est restée invisible toute sa vie, et pour toutes les filles qui sont parties avant moi. » Elle ferma les yeux et laissa tomber sa tête à côté de son bras. Le son des moniteurs était doux, presque une berceuse. À cet instant, sans le savoir, Léa fit quelque chose qui allait tout changer. Elle renonça à essayer de comprendre ce qui se passait, et elle décida simplement de rester, non par obligation, non par contrat, mais par un choix silencieux, celui de croire. Elle ne savait pas si cela fonctionnerait, mais pour la première fois, elle voulut essayer. Le lendemain matin, Léa se réveilla au son d'un léger bip accéléré. Les moniteurs à côté du lit d'Antoine indiquaient une discrète altération des battements. Elle le regarda. Rien n'avait changé sur son visage, mais elle sentit. Elle sentit comme quelqu'un qui sent un parfum du passé, un pressentiment. Elle ne raconta rien à personne. Cet après-midi-là, pendant que Madame Claire effectuait les procédures, Léa resta dans un coin, observant. « Il est plus réactif ces derniers temps », commenta l'infirmière en ajustant les électrodes. « Mais c'est normal. Les oscillations arrivent. Oscillations. C'est ainsi qu'ils appelaient les signes de vie. » La nuit suivante, Léa apporta des fleurs du jardin de la villa, des chrysanthèmes blancs. Elle les posa près du lit et dit « J'ai découvert que ce sont tes préférés. » Et pour la première fois, elle vit quelque chose qui la fit retenir son souffle, un léger mouvement dans les doigts de sa main droite. Ce n'était pas un spasme, c'était une intention. « Antoine ?» Elle le toucha de nouveau. La pression était subtile, mais elle était là. Chaque jour, la connexion entre les deux semblait grandir comme des racines silencieuses. Elle parlait de son enfance, de ses peurs, de ses désirs. Lui répondait par des quasi-mouvements, par des signes que personne d'autre ne voyait. Monsieur Dubois le remarqua. Lors d'un rapide changement de service, il murmura « Continue. Il est en train de revenir, mais fais attention à qui le sait. » Léa hocha la tête d'un geste presque imperceptible. La nuit, elle prenait des notes dans un cahier caché dans le tiroir de la table de chevet. Mardi, 22 heures, sourire subtil au coin de la bouche.
Mercredi, 23h10, légère vibration dans les paupières. Jeudi, 21h, il m'a serré la main pendant 4 secondes. À chaque annotation, l'espoir grandissait, mais aussi la peur. Car plus il réagissait, plus elle s'approchait. Et plus elle s'approchait, plus il serait difficile de le laisser partir. Le lundi, Madame Valois-Rocher entra dans la chambre sans frapper. « Comment va notre patient endormi ?» dit-elle, avec ce ton doux et empoisonné. Léa répondit avec prudence. « Stable !» Madame Valois-Rocher marcha autour du lit, comme une chasseuse analysant sa proie. « Tu sais, tu as été très dévouée, plus que les autres. Fais attention à ne pas trop t'impliquer. » Léa se glaça à l'intérieur. « Impliquée comment? Émotionnellement ?» répondit Madame Valois-Rocher, souriant comme quelqu'un qui teste un animal en cage. « Nous l'avons déjà vu avant. » Cette nuit-là, Léa faillit ne pas pouvoir chanter. La gorge sèche, la poitrine serrée. Et, pour la première fois depuis des semaines, Antoine ne réagit pas. Aucun mouvement, aucune larme. Elle s'effondra sur la chaise. « Est-ce que je me suis tout inventé? Est-ce que je suis en train de devenir comme... » Sophie, la peur était réelle. Et plus que ça, elle était solitaire. Dans la villa, il n'y avait personne avec qui partager cette angoisse. Le seul qui semblait croire en elle, Monsieur Dubois, était lui aussi plus prudent. « Nous avons des micros dans certaines pièces, » dit-il, dans un rapide murmure dans le couloir. « Parle peu, écoute plus. » Léa commença à s'isoler encore plus. Elle ne se permettait d'être elle-même que pendant les heures où elle était seule avec Antoine. Et même pendant ces heures, la peur la poursuivait. Mais au milieu du doute, quelque chose persistait. La sensation de ne pas être seule dans cette pièce. La sensation que, bien qu'immobile, Antoine luttait encore avec elle. Et puis, à l'aube silencieuse, alors qu'elle arrangeait les draps, elle sentit de nouveau. Ses doigts se refermèrent lentement autour des siens. Cette nuit-là, la villa semblait plus silencieuse que jamais. La tempête qui menaçait depuis la fin de l'après-midi éclata enfin, et les fenêtres vibraient sous le vent mordant. Léa était déjà habituée à la routine. Vérifier les signes, ajuster les oreillers, parler un peu, chanter doucement. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, un pressentiment, une oppression à la poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. « Aujourd'hui, j'ai rêvé de ma mère », dit-elle, tirant la chaise près du lit. Elle était assise sur un hamac, chantant la même chanson que je t'ai chantée la première fois. Elle commença la mélodie. Là-bas, au pied de la montagne, il y a un fil de lumière. À chaque vers, la pluie dehors semblait accompagner, comme si le monde entier écoutait ensemble. Quand elle arriva au refrain, elle lui serra la main. Et cette fois, elle n'eut aucun doute. Ses doigts bougèrent, délibérément, avec intention, avec force. Léa se figea. « Antoine, es-tu là ?» Les moniteurs sonnèrent en séquence, battements accélérés, activité cérébrale anormale. Ses paupières tremblèrent, d'abord lentement, puis plus fort. Léa porta ses mains à sa bouche, les yeux pleins de larmes, et puis il ouvrit les yeux. Marron foncé, intense, confus un instant, mais aussitôt fixé sur les siens. Et ce fut alors que la larme coula, une, parfaite, silencieuse. « Qui es-tu » murmura-t-il, la voix rauque après un si long silence. « Je m'appelle Léa. Moi, je me suis occupé de toi. » Il cligna lentement des yeux, comme s'il testait le monde. « Ta voix. Je me souviens de ta voix. Tu as entendu toutes les nuits. Quand tu parlais, c'était comme un fil qui tirait mon âme en arrière. » Elle lui serra la main avec force, luttant contre les pleurs. « Je croyais que j'étais folle. Non, tu m'as sauvée. Tu m'as ramenée. » Pendant un instant, ils ne dirent plus rien. Ils se contentèrent de se regarder. Deux inconnus liés par une guerre invisible, gagnés dans l'obscurité. « Léa, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir, » dit-il, essayant de se lever, mais sentant son corps faible. « Mon accident n'était pas un accident et cette maison n'est pas ce qu'elle semble. » Elle fronça les sourcils. « Comment ça? J'entendais des voix. Quand j'étais encore prisonnier dans le coma, j'ai entendu Madame Valois-Rocher et une autre femme. Elle parlait de tout maintenir ainsi,
de m'éteindre petit à petit, de me transformer en un fardeau jetable. Léa sentit le monde tourner. « Et il y a plus », continua-t-il. « Tu n'es pas la première aide-soignante. Les autres, elles ont disparu. Ou elles ont été internées. Je sais, on me l'a dit, je pensais que c'était juste de la paranoïa, mais... Maintenant, il lui serra la main plus fort. J'ai besoin de ton aide. Mais nous devons faire semblant. Faire semblant que rien n'a changé, que je suis toujours inconscient, au moins jusqu'à ce que nous sachions qui est de notre côté. » Léa respira profondément. La pluie battait fort contre la fenêtre, comme si le temps était aussi sur le point de changer. Je reste avec toi, mais promets-moi une chose. Quoi? Que tu te battras jusqu'à la fin. Non seulement pour toi, mais pour nous. Antoine ferma les yeux un instant, comme s'il scellait un pacte silencieux. Je promets. Le lendemain matin, Léa se réveilla au léger son de la respiration d'Antoine. Mais cette fois, ce n'était pas la respiration automatique d'une machine qui soutenait un corps. C'était le son de quelqu'un de vivant, présent, éveillé. Pendant des jours, ils gardèrent le secret. Ils firent semblant devant les caméras, les infirmières, la belle-mère souriante. La nuit, ils parlaient à voix basse. Ils planifiaient. Ils unissaient leurs forces. Léa n'était plus la même que celle qui était arrivée dans cette maison. Elle n'était plus la fille réduite au silence de Gaston, ni l'aide-soignante embauchée en échange d'une valise d'argent. Elle était maintenant un pont. Elle était une racine. Elle était quelqu'un qui, même sans être entendu par personne, avait réussi à toucher une âme prisonnière du silence. Antoine, de son côté, n'était pas seulement un héritier sauvé. C'était un homme renaissant pour quelque chose que l'argent n'aurait jamais pu acheter, une présence réelle. La leçon que Léa a apprise est une qui, peut-être, vous parle directement. Vous n'avez pas besoin de crier pour transformer une vie. Parfois, il suffit de rester, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui sont prisonniers d'eux-mêmes, attendant juste que quelqu'un leur tienne la main. Et ne la lâche pas. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si à un moment donné vous avez senti une boule dans la gorge ou pensé à quelqu'un de spécial, laissez un like. C'est ainsi que je sais que ça vaut la peine de continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Et maintenant, dites-moi, de quelle ville ou pays regardez-vous? Je lis tout et j'adore savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Si vous croyez au pouvoir des histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer. Et je compte sur vous dans ce voyage. Ne partez pas maintenant. Choisissez l'une des histoires que vous voyez à l'écran. On se retrouve dans la prochaine vidéo.